Bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Bouc, de la Caisse centrale de réassurance, CCR. Alors CCR, en 2 mots, c'est le réassureur public français, c'est-à-dire que, CCR indemnise les assureurs, pour les montants que ceux-ci ont indemnisés lors de catastrophes naturelles. Les organisateurs cet après-midi m'ont demandé, de vous parler plus spécifiquement de l'exposition de la région Grand Est et de la prévention des risques dans la région à travers le fonds Barnier. Alors il se trouve que en début d'année, nous avions publié un rapport, sur, la prévention des risques via le fonds Barnier, région par région, donc en particulier dans le Grand Est. Hem La publication se basait sur des travaux qui avaient été effectués, l'an dernier. Or, en parallèle de ces travaux, mes collègues avaient également réalisé une étude sur les impacts du changement climatique. Donc finalement, ce que je vous présente cet après-midi, c'est une mise à jour du rapport publié en début d'année avec des chiffres reprenant les derniers résultats de mes collègues sur les impacts du changement climatique. Alors, 1re partie, quelle exposition du territoire, de la région Grand Est face aux catastrophes naturelles? Alors, en tant que réassureur, nos chiffres, 1ers, notre matière de base, ce sont, les montants des dommages assurés lors de catastrophes naturelles. Nous avons, examiné ces chiffres, ces montants sur la période 1995-2019 et dans la région, c'est environ 50 millions d'euros par an qui ont été, indemnisés au titre des catastrophes naturelles, sur cette période-là. Dont 60 proviennent de coûts, liés aux inondations, un gros tiers, est des sécheresses et puis quelques coûts, de séismes et de mouvements de terrain. En revanche, la période 1995-2019, donc 25 ans, c'est court par rapport à l'échelle, de temps des événements naturels, et donc on n'a pas pu, constater sur cette période l'ensemble, des phénomènes qui peuvent se produire. Donc pour remédier à ça, CCR conduit des études de modélisation pour estimer l'ensemble des phénomènes qui pourraient se produire, sur le territoire, y compris, les phénomènes de très faible probabilité. Et au regard de ces modèles, le montant de sinistres qui pourraient se produire chaque année est bien plus élevé que les 50 millions d'euros par an qu'on a constaté sur la période 95-2019. Nous l'estimons, à près de 130 millions d'euros par an, dont, les 3/4 seraient liés aux inondations. Donc ça, c'est à climat actuel, mais comme je l'indiquais, nous avons travaillé sur des projections à horizon 2050, dans le scénario du GIEC RCP 4.5, ce montant pourrait, monter à horizon 2050 à, près de 240 millions d'euros par an. Donc 85 d'augmentation par rapport à aujourd'hui, avec toujours une répartition environ, 3/4, due aux inondations et 20 due à la sécheresse. Les 2 phénomènes, inondations comme sécheresse, sont en forte hausse, d'après nos estimations à l'horizon 2050. Et cette hausse, s'explique essentiellement, par, l'augmentation des phénomènes physiques, donc de l'aléa avec, l'augmentation en intensité et en fréquence. Et par rapport à ce qui a été présenté, précédemment, on a un tiers qui, serait dû à, l'augmentation des enjeux, donc les nouvelles constructions en zone à risque. Alors si on regarde l'exposition des populations maintenant, dans la région, ce sont plus de 3 millions d'habitants qui sont exposés à au moins un risque naturel, soit plus de 60 de la population. Et le 1er risque, naturel auquel sont confrontés les habitants de la région Grand Est, c'est le retrait gonflement des argiles qui concerne, 2,7 millions d'habitants. Alors peut-être de manière moins spectaculaire, que les inondations, mais il y a une réalité là qui se traduit, par, l'exposition, à des coûts, potentiellement importants.
En matière d'inondation, on a environ 2 millions d'habitants exposés, essentiellement par le débordement des cours d'eau dans la région. Mais il y a aussi 600 000 habitants qui peuvent être concernés par les inondations par ruissellement, c'est-à-dire les précipitations intenses, source d'écoulement dans les rues ou dans les zones rurales hors des cours d'eau. Si on regarde un petit peu la répartition par département, on a un contraste entre deux types de départements dans la région. Dans la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, on a plus des 2/3 de la population et plus de 450 000 habitants dans chacun de ces départements qui sont exposés à au moins un aléa. Dans les autres départements de la région, c'est environ 50% de la population et moins de 230 000 habitants qui sont exposés. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir partout, hein, en matière de prévention, mais en termes d'action publique, c'est important de noter, d'avoir conscience de ces disparités entre les différents départements. Alors nous avons également regardé la répartition, l'exposition des intercommunalités de la région aux catastrophes naturelles. Alors si on se réfère aux dommages du passé, sur la période 1995-2019 toujours, on a une liste d'intercommunalités les plus exposées qui est menée par les métropoles de Nancy, Metz, ces deux intercommunalités étant particulièrement touchées par la sécheresse, et Ardennes Métropole, qui a été très touchée par des inondations. Les 7 intercommunalités suivantes ont un montant annuel de dommages de l'ordre d'1 million d'euros chaque année. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est là encore la comparaison par rapport à nos modèles. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer sur les intercommunalités de la région? Or, dans la liste des 10 intercommunalités les plus exposées d'après nos modèles, on retrouve Nancy, Metz et Ardennes Métropole. Mais en revanche, on ne retrouve pas les 7 autres intercommunalités les plus touchées historiquement. Ça veut dire que dans la région, les événements ont été relativement cléments par rapport à ce qui pourrait être. Il y a un certain nombre d'intercommunalités qui ont été épargnées relativement sur cette période 95-2019. Donc Troyes, Strasbourg, Mulhouse, Reims, etc. pourraient être bien plus durement frappés par les inondations en particulier que ce que ça a été sur les 25 ans considérés dans cette étude. Et à horizon 2050, on retrouve dans les 7 premières positions des intercommunalités les plus exposées, les mêmes que à climat actuel. Seules les 3 dernières changent, mais là encore, ça veut dire que selon qu'on raisonne à climat actuel ou à climat futur, ce n'est pas tout à fait les mêmes intercommunalités qui présentent l'exposition la plus forte et donc qui demandent une vigilance particulière en prévention. Conclusion, il n'y a pas de choix à faire entre ces différents indicateurs. Il faut tenir compte non seulement des événements qui se sont produits, de ceux qui pourraient se produire aujourd'hui, de ceux qui pourraient se produire demain pour agir en prévention sur l'ensemble des territoires exposés. Alors j'en viens à la prévention des risques par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou Fonds Barnier, dans la région. Le Fonds Barnier a été mis en place par l'actuel Premier ministre lorsqu'il était ministre de l'Environnement en 1995, au départ pour financer l'acquisition des biens dans des zones sinistrées par des catastrophes naturelles ou fortement menacées. Et son périmètre d'intervention s'est élargi progressivement au fil des années, de sorte qu'aujourd'hui, le Fonds Barnier finance donc l'acquisition de biens exposés, ce qu'on appelle des localisations, mais aussi les ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations, des actions de régulation de l'urbanisme, notamment par les plans de prévention des risques, des actions de réduction de la vulnérabilité du bâti existant,
avec le financement de mesures individuelles de réduction de vulnérabilité. La mise en sécurité contre les risques gravitaires, donc mouvement de terrain, cavité, et puis également des actions d'amélioration de la connaissance, recherche et développement sur les risques, et d'information du public pour améliorer la culture du risque. Au niveau national, depuis 2009, on a fait l'analyse sur la période 2009-2000, alors là c'est jusqu'à 2022. Depuis 2009, il y a plus de 2,6 milliards d'euros qui ont été engagés, avec un effet de levier important, puisque au-delà de ces 2,6 milliards engagés par le fonds Barnier, on constate un effet de levier de l'ordre de 1,10 € investi par les collectivités pour chaque euro investi par le fonds Barnier. Plus spécifiquement sur la région maintenant, on constate une évolution temporelle qui présente une dynamique dans les années récentes, puisque finalement, il y a 3 des 5 années où il y a eu le plus d'investissements sont les 3 dernières années. Il y a un effet pépite en 2011, un fort investissement du fonds Barnier qui correspond à la construction d'ouvrages hydrauliques dans l'Aube et les Ardennes, mais au plan régional comme au plan national, une intensification de l'usage du fonds Barnier sur les dernières années de la période considérée. La mobilisation du fonds Barnier en région Grand Est, c'est 5 millions d'euros par an, pour un total, donc y compris les financements des collectivités ou autres, de 12 millions d'euros par an. Donc là, l'effet de levier est supérieur à la moyenne nationale, c'est 1,40 € de cofinancement pour 1 € de fonds Barnier. Néanmoins, si on rapporte cela si on compare entre les différentes régions du pays, la région Grand Est, comme la plupart des régions de la moitié nord, se situe en seconde partie de peloton en termes de montant investi en prévention via le fonds Barnier. Et puis si on rapporte cela à l'exposition aux catastrophes, finalement on voit que le fonds Barnier, dans la région Grand Est, c'est 3%, que ce soit en termes de montant de fonds Barnier ou montant total d'opération, alors que c'est 4% de la sinistralité historique que représente la région, 7% de la sinistralité modélisée ou 8% de la population exposée. Donc quelque part, on peut dire que l'investissement en prévention est un peu en retrait par rapport aux indicateurs d'exposition du territoire. À quoi servent ces investissements du fonds Barnier? Dans la région, c'est essentiellement du financement d'actions de prévention des inondations, à 88%, le reste étant des actions de prévention des mouvements de terrain et des cavités souterraines. Donc les 2/3 des opérations du fonds Barnier financent des ouvrages hydrauliques dans la région, qui est un peu supérieur à la moyenne nationale. En revanche, on peut noter une part importante d'actions dédiées à la connaissance de l'aléa et de la vulnérabilité du territoire, et à la régulation de l'urbanisme également. C'est au-delà de la moyenne nationale. Alors finalement, dans la dernière partie, on cherche à s'interroger sur l'adéquation de la prévention par rapport à l'exposition du territoire. J'en ai déjà touché un mot il y a un instant. Nous avons fait le calcul pour estimer la cohérence des investissements du fonds Barnier par rapport aux enjeux. Nous avons fait le calcul des dépenses rapportées à la sinistralité historique ou modélisée, ou à la population. Et finalement, ramené à la sinistralité historique, on constate une dépense dans la région qui est relativement comparable à la moyenne en France métropolitaine, 25 € dépensés pour 100 € de montant de dommages dans la période passée, montant annuel. Si on regarde ça, en revanche, pour les indicateurs de population ou de dommages simulés, on constate que la mobilisation du fonds Barnier dans la région est en retrait par rapport à la moyenne nationale. Donc ça représente 4 €
dépensés chaque année par habitant exposé, 9 € pour 100 € de dommages simulés à climat actuel et 5 € investis en prévention pour 100 € de dommages simulés à l'horizon 2050. Donc, on n'a pas là une estimation permettant de dire c'est bien ou c'est pas bien, puisqu'on fait une comparaison par rapport à la moyenne nationale. Donc on n'a pas de critères de vérité sur un niveau d'investissement suffisant. En revanche, le constat là, c'est que dans la région, l'investissement en matière de prévention via le fonds Barnier est en retrait par rapport à la moyenne nationale. Ça ne veut pas dire que la prévention est forcément en retard, parce que nous ne considérons ici que les actions financées par le fonds Barnier. Il peut y avoir de la mobilisation des collectivités en prévention des risques naturels sur d'autres types de fonds. J'ai ici un prisme particulier du fonds Barnier qui peut biaiser l'appréciation des choses. Et j'en profite, puisque je vois dans le chat une question sur les projections RCP 4.5 plutôt que 8.5. Je vous affiche les résultats pour les simulations selon le RCP 4.5, parce que ça correspond globalement au scénario retenu pour la TRAC qui a été évoquée tout à l'heure, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Merci pour votre attention et à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup à tous pour ces présentations. Il y a quelques questions dans le chat que je vais essayer de regrouper. Je vais commencer par une première par rapport au fait qu'on remarque un glissement des expositions par rapport à votre présentation, M. Bouc, mais aussi par rapport à ce qui a été remarqué en Allemagne, Bertrand. Donc, comment ça va ou ça risque d'impacter les territoires, les actions, mais aussi est-ce que ça veut dire qu'il y a des territoires qui ont été exposés et qui le seront moins dans le futur? Je ne sais pas si c'est... Par exemple, il y a les communes qui, historiquement, n'ont pas été très impactées. En tout cas, on le voyait sur l'impact financier et qu'on ne voit plus dans des projections à venir. Donc, est-ce que c'est uniquement l'augmentation des risques sur des nouvelles communes qui apparaissent, ou est-ce que ça veut aussi dire qu'il y a moins d'exposition sur ces territoires-là? Alors, de notre côté, l'appréciation de l'évolution de l'exposition, on l'a faite à partir de statistiques INSEE, enfin, ou de projections INSEE, pardon, sur les évolutions démographiques et d'urbanisation. Donc, il peut y avoir ponctuellement des endroits où il y a du recul démographique, du recul d'urbanisation. Maintenant, faut pas si je reprojette ma diapositive, il ne faut pas se tromper. L'échelle sur mes graphiques n'est pas la même. On passe d'un maximum de 9 millions d'euros de dommages annuels à un maximum de 18 millions. Donc, c'est pas parce que ici on a une commune qui a été touchée historiquement par 1 million d'euros de dommages qu'elle ne sera plus, que son exposition va diminuer à l'avenir. Là, j'affiche le top 10 selon chaque indicateur. Donc, il y a une réelle différence entre événements historiques et événements modélisés. Donc, on peut avoir, je crois que c'est sur Nancy. Voilà, d'après nos modèles, la sinistralité modélisée, c'est 5 millions d'euros annuels. Nancy a été touchée par 6 millions d'euros annuels sur la période. À l'inverse, Metz a subi moins de 3 millions d'euros de dommages annuels versus 6 modélisés. Donc, ce ne sont pas des prédictions, nos simulations, évidemment. Il peut y avoir des fluctuations qui
qui justement reflète le fait que les événements ont nos modèles, finalement, c'est une agrégation d'événements possibles de probabilités diverses. Seule une partie de ces événements ont réellement frappé le territoire sur les années passées. Donc, il y a ce côté aléatoire qui reste et restera toujours. Maintenant, est-ce qu'il y a une diminution d'exposition quelque part? Je n'ai pas regardé en détail dans la région, mais il y a peu d'endroits globalement dans nos études où on a une diminution d'exposition. Ce que je peux ajouter de mon côté pour l'Allemagne, mais à vrai dire, ça vaut pour n'importe quel pays. Mesurer la sinistralité suppose, ça peut sembler enfoncer une porte ouverte, mais ça suppose d'être assuré. Or, en Allemagne, il faut savoir que l'assurance, il n'y a pas de dispositif équivalent au système 4MAT et par conséquent, l'assurance face aux aléas naturels demeure optionnelle. Donc, il suffit d'avoir une variation pour X ou X raisons dans le nombre d'assurés et dans le degré d'assurabilité pour avoir des chiffres qui changent. Donc, encore une fois, on est toujours sur des tendances, ce sont des éléments, mais bien évidemment, on est sur des éléments qui sont dépendants de l'outil d'observation. Et ici, l'assurance qui, encore une fois, n'est pas obligatoire. Merci beaucoup. Et Il y a ce eu- ouais. que je peux souligner aussi, si je n'ai pas assez insisté dessus dans la présentation, c'est que les efforts de prévention servent à contenir la hausse de sinistralité à horizon 2050. Donc, évidemment, plus on investira en prévention, plus on limitera ces coûts futurs. Merci. Une autre question par rapport aux entreprises en charge d'études de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a un fichier national qui regroupe ces entreprises-là? On donne l'exemple de Nîmes à l'abri et de OSGAPI, pareil, basé à Nîmes. Donc, pour l'ensemble des intervenants, est-ce que vous avez connaissance de ce type de répertoire? Là, j'ai l'impression que c'est Laure Lucadou qui s'y colle, non, vu les références citées. Je crois pas bonjour. Je crois pas qu'il y ait de répertoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la démarche dont tu as parlé, je crois que c'est une participante à Nîmes à l'abri à Nîmes, elle est portée par la collectivité. Donc, localement, vous pouvez voir avec les démarches qu'ont mis en place vos collectivités, notamment par exemple le SDEA dans le Grand Est qui a mis en place une opération aussi pour faire des diagnostics de réduction de vulnérabilité du bâti. Et puis après, par contre, sur les entreprises qui peuvent y répondre, je ne crois pas qu'il y a de liste, mais vous pouvez chercher sur Internet et vous en trouverez plusieurs, dont Osgapi par exemple. On peut citer aussi, puisqu'on est à Strasbourg, hein, l'Eurométropole vient de mettre en place son service de diagnostic qui s'appelle lui aussi à l'abri, qui effectivement est confié à une entreprise privée, mais ça demeure un service de l'Eurométropole de toute façon. Merci beaucoup. Une question par rapport à l'ENA, par rapport à l'enquête. Est-ce qu'il y a une publication déjà disponible et est-ce qu'on peut avoir le pourcentage des professionnels du bâtiment qui ont participé? Est-ce qu'il y a un filtre qui permet d'avoir la participation, le taux de participation des professionnels du bâtiment? Alors, les résultats de l'enquête, oui, sont disponibles sur le site de l'AFP-CNT, donc je pourrais transmettre le lien. Et sur les profils, en fait, on a fait un filtre donc par région et au niveau oui, des profils des répondants, c'est plutôt au niveau des catégories socioprofessionnelles. C'est pas fin, enfin le niveau de détail n'est pas suffisamment fin pour qu'on puisse avoir cette information. Par contre, vous aurez le niveau de diplôme ou le type de catégorie socio-professionnelle dans les réponses. Merci beaucoup. Bertrand, on n'entendait pas très bien ce que tu disais par rapport à ce que l'Eurométropole a fait, si tu peux.
reprendre, Oui, s'il vous plaît. je rappelais que l'Eurométropole a mis en place son service de diagnostic inondation. Là, vous m'entendez correctement? Il n'y a pas de Oui, coupure? très bien. A mis en place son service de diagnostic inondation il y a de cela un ou 2 mois, qu'il s'agisse d'un service de l'Eurométropole, mais qui a été confié, dans ce cas précis, qui a été confié à une entreprise privée, mais qui reste un service proposé aux habitants par l'Eurométropole, même si de fait, effectivement, elle est sous-traitée à une entreprise privée. Merci. N'hésitez pas à mettre les questions dans le chat ou les remarques. Pour l'instant, il n'y a pas plus de questions, donc on Juste une peut... remarque, si vous m'entendez. Oui, 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 bonjour, je m'appelle Laetitia Soulier, je travaille à l'agglomération Grand Paris Sud et je viens d'intégrer cette agglomération. Et avant, je travaillais pour 2 syndicats de rivière, le syndicat de l'Orge et le syndicat de l'Yvette au sud de la région Île-de-France. Et dans le cadre d'un PAPI, nous avons également mené, ou nous sommes en train de mener, plusieurs diagnostics d'habitation, d'immeubles, de bâtiments communaux et d'entreprises. Et on a reçu de nombreuses offres de nombreux prestataires. Et on a entre autres travaillé avec en effet OSCAPI et Risques et Territoires également dans le sud de la France. merci. Merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. On peut continuer et on laisse la parole à Madame Lucado, chargée de mission architecte DE spécialisée en architecture et risques majeurs au CEPRI.